Donc on accueille le terrain, animé par Natacha Polony. Voilà. Comment, sur le terrain, sont réalisées en France des œuvres qui permettent de redonner du leadership, de redonner de la responsabilisation à ces acteurs au service des enfants. Voilà. Je vous remercie d'accueillir donc Monsieur les maires de Montfermeil et de Clichy, et puis le directeur de l'Accordé à Roubaix, le directeur de Ozanam à Marseille. Donc Christophe Certain, donc à Ozanam, et Nils Villemain à l'Accordé. Voilà, sachant que Nils a commencé son parcours d'enseignant dans les quartiers difficiles à Montfermeil. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup, cher Éric. Donc nous allons en effet parler ensemble de ce qui fonctionne, rentrer dans la pédagogie, dans l'organisation concrète. Mais avant cela, puisque nous venons de voir ce qui se faisait dans d'autres pays d'Europe, alors évidemment, en gardant à l'esprit que chaque pays a son histoire, sa spécificité, que le rapport que la France entretient avec l'éducation, avec l'école est extrêmement spécifique, c'est un pilier de la République, mais malgré ça, il convient aussi d'aller s'interroger sur les attentes des parents et des professeurs, de ceux qui sont confrontés quotidiennement à la réalité de cette école. Alors, l'association Parents-Professeurs Ensemble est une association indépendante qui réunit justement des parents et des professeurs et qui veut faire remonter des propositions concrètes, cette parole des acteurs quotidiens. Donc, Parents-Professeurs Ensemble est allé sur le terrain à Montreuil, Mantes-la-Jolie, La Courneuve, Saint-Denis, Drancy, Créteil. Alors, je vous propose de les écouter avant d'écouter nos intervenants. Enfants dans une classe, c'est largement suffisant. Là, je vois, j'ai des classes plus petits effectifs, même plus. Et la différence, elle est flagrante. Quand on passe dans les activités de groupe, j'ai plus le temps de passer de kilo en vélo, d'aider individuellement les élèves, et je les connais mieux. Par exemple, dans le carnet de correspondance, mettre une série de pages de commentaires positifs. Parce que nous, on a remarques sur le travail, remarques sur la discipline et heures de colle. Et on pourrait peut-être inclure un feuillet ça va bien. Il faut qu'on apprenne à valoriser nos enfants. Qu'on apprenne à valoriser l'individu. Montrer de la bienveillance, montrer de l'intérêt, montrer qu'on croit en eux et les aider à croire en eux. Parce que, en fait, c'est de l'alphabétisation qu'il faut faire. Le soir, ils font aussi l'aide de devoirs. Là, c'est dans la journée. Ah oui, les parents. Ça, c'est pas mal. À partir de 8 heures, il y a des parents qui viennent pour apprendre justement la langue française. Au CP, c'est distribuer la vie scolaire qui explique comment fonctionne l'école, avec des mots simples, avec des images. Le minimum, c'est déjà d'avoir des délégués, des parents, des délégués qui viennent dans l'établissement. Alors, pour les conseils d'administration, mais pas que. Il faut être volontaire pour enseigner en REP+. Il ne devrait y avoir que des enseignants volontaires en REP+. C'est un milieu qui est difficile. Si on proposait aux personnes de pouvoir muter plus facilement, ceux qui hésitent encore à venir ici à Saint-Denis enseigner viendraient beaucoup plus facilement tout en sachant qu'elles auraient la possibilité de repartir. Affectons les candidats les plus motivés et les mieux notés aux postes les plus difficiles pour donner le meilleur de l'école aux enfants, aux élèves qui en ont le plus besoin. Un entretien d'embauche pour les établissements dans des établissements difficiles. On nous enseignait un petit peu des méthodes issues d'autres pédagogies. On n'est pas obligé d'adhérer à fond, mais il y a plein de petits qui marchent, ça se voit. Je souhaite que les professeurs soient réellement informés objectivement des différentes méthodes à leur disposition pour faire progresser leurs élèves, loin de toute idéologie, qu'ils soient alors libres réellement de faire leur choix pédagogique avec les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire être garant de ces choix. Je pense que le port de l'uniforme permettrait à tous les enfants de partir sur un même pied d'égalité et ça les libérerait de problèmes tels que l'envie, le vol, la discrimination ou bien le harcèlement.
il est beaucoup plus sain, je trouve, qu'ils apprennent à se distinguer par le mérite plutôt que par l'apparence. Donc j'aimerais aujourd'hui que les parents aient la possibilité de choisir donc, une école qui utilise différentes méthodes. Contrat dans 93. Ce qu'il faudrait, c'est que l'État développe ce type d'école dans les ZEP et pour qu'il y ait plus de suivi au niveau des professeurs, des directeurs et qu'on retrouve une école avec un suivi vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Alors malgré le son un petit peu aléatoire, vous aurez entendu ces parents et ces professeurs évoquer l'idée d'aider les enfants à croire en eux-mêmes, l'idée d'intégrer aussi les parents, de leur apprendre ce qu'est l'école, et puis évidemment ce vieux rêve d'offrir plus de souplesse aux professeurs et de faire venir les meilleurs dans les écoles les plus difficiles, et enfin d'évaluer correctement les méthodes en toute objectivité pour ensuite diffuser les méthodes qui marchent. Eh bien, en fait, c'est de tout cela que nous allons parler. Alors, d'abord avec vous, Vincent Lafontaine, puisque vous êtes directeur général de la Fondation Espérance Banlieue, après 40 ans passés dans l'armée de terre. Vous allez nous expliquer sans doute ce qu'est le projet de la Fondation Espérance Banlieue et de l'ensemble de ces écoles, c'est-à-dire justement comment vous avez voulu répondre à l'ensemble de ces demandes. Alors moi, je n'ai rejoint ce projet que depuis 1 an et demi parce qu'il m'enthousiasmait et que je sentais qu'il avait véritablement en interne des solutions pour ces enfants de banlieue en souffrance, en difficulté. Éric Mestralet, en 2012, avec des experts de l'éducation, avec des politiques, a senti qu'il y avait une vraie difficulté, un défi éducatif à relever qu'il ne l'était pas, et il a décidé de mettre en place un projet éducatif innovant pour tester de nouvelles solutions. C'est en fait ce projet Espérance Banlieue qui a pour objet, comme il l'a évoqué, de préparer des adultes libres, debout, responsables, capables de faire des choix, d'en assumer les conséquences, bref, de vrais citoyens français prêts à s'investir pour leur pays. Derrière cet objectif, l'école Espérance Banlieue, telle qu'elle a été conçue, a 2 priorités. La première, c'est évidemment de prévenir et lutter contre le décrochage scolaire. Et la deuxième, c'est au travers de la transmission de la culture française, de permettre à ces jeunes d'épanouir leurs talents dans leur pays et d'apprendre à l'aimer. La pédagogie du modèle Espérance Banlieue repose en quelque sorte sur 5 piliers. Je vais vous le faire assez vite parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est pas la théorie, mais plutôt la pratique que nos directeurs vont présenter de façon très concrète. Les 5 piliers qui sous-tendent la pédagogie Espérance Banlieue, le premier, c'est véritablement de redonner confiance aux enfants. Redonner confiance aux enfants en eux-mêmes, dans le monde des adultes, dans le système scolaire. Ça passe par des classes à petits effectifs, des écoles à petits effectifs, et par des outils dont on pourra parler plus longuement, des équipes inter-âges qui permettent à chacun d'assumer les responsabilités de son âge en ayant, j'allais dire, une petite charge d'entraînement d'une équipe. Le deuxième pilier, c'est véritablement la volonté de s'intéresser à l'enfant dans sa globalité. Bien sûr, l'école, elle est faite pour former les esprits, bien sûr, elle est faite pour former les corps, mais elle est aussi faite pour former les cœurs, ou en tout cas les personnalités, de façon à permettre à ces enfants de devenir véritablement des citoyens à part entière, prêts, encore une fois, à se mettre au service de la communauté nationale. C'est pour ça que nos professeurs sont véritablement des professeurs et des éducateurs en même temps. On y reviendra. Le troisième point clé, c'est que nous avons une volonté de nous adapter à ce que sont véritablement les enfants de ces zones difficiles. En pratique, souvent écartelés entre 2 cultures, ils ont besoin de pouvoir unifier leur personnalité et de recevoir les enseignements qui leur sont les plus nécessaires pour s'intégrer, évidemment les fondamentaux, lire, écrire, compter, mais aussi le français, dont on a vu encore dans les constats qu'il était
la matière indispensable pour pouvoir progresser dans les autres, et aussi l'histoire de France, parce qu'il est indispensable pour ces enfants de savoir pourquoi la France est ce qu'elle est aujourd'hui, d'où elle vient et comment elle s'est construite. Quatrième pilier fondateur, la volonté de redonner les responsabilités d'éducateurs aux parents et de supprimer ce mur qui peu à peu s'est construit entre l'école et la famille. Clairement, au travers de tout un tas d'occasions qui commencent à la signature de la charte de l'école au moment de l'inscription, mais aussi à la participation de la cérémonie de remise de l'uniforme, mais aussi avec l'échange régulier de SMS entre le prof principal et les parents, notamment pour donner du positif et ne pas rencontrer les parents que lorsque ça va mal. Tout un tas de moyens sont faits pour aider les parents à se responsabiliser jusqu'à une possibilité d'atelier des parents pour les aider dans leur fonction de parents, d'aide à la parentalité. Et puis le dernier point fondamental, nos écoles sont aconfessionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans nos écoles d'enseignement religieux, mais qu'en revanche, les religions n'y sont pas exclues. En pratique, l'enfant vient avec tout ce qu'il est, y compris la formation que peut lui donner ses parents. Il peut parler de religion, le sujet n'est pas tabou, mais il est évoqué avec les outils de l'école, c'est-à-dire la connaissance, la raison, et en quelque sorte, on peut dire que nos écoles sont une initiation à la laïcité, mais avec une laïcité respectueuse des uns et des autres. Si nous n'avons pas retenu ce terme de laïcité, c'est que, à tort ou à raison, il est parfois connoté dans l'esprit des familles de ces quartiers qui ont du mal à s'y reconnaître et qui le prennent parfois avec un caractère exagérément agressif. Voilà ce qui fait les 5 piliers de la pédagogie Espérance banlieue. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus concrètement. Juste un point de situation. Actuellement, nous avons 4 écoles, dont on a déjà un peu parlé. Et l'année prochaine, nous espérons en ouvrir 4 ou 5 supplémentaires. Alors entrons justement dans les aspects beaucoup plus concrets avec vous deux. Alors Christophe Certin, vous dirigez le cours Frédéric Ozanam à Marseille, après une carrière évidemment d'entrepreneur. Et vous, Niels Villemin, vous êtes directeur du cours L'Accordé à Roubaix. Alors commençons par vous, Christophe Certin. Les médias ont retenu, quand on a présenté un peu partout cette expérience d'Espérance banlieue, ont retenu évidemment l'appel au drapeau, l'uniforme, mais finalement, comme nous venons de le voir avec Vincent Lafontaine, le projet est beaucoup plus concret, pas seulement symbolique. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord comment se constituent vos équipes, quel est le fonctionnement réel de votre école. Alors la première chose... Bonjour à tous. Nous, en tout cas à Marseille, l'école est partie d'une réalité de terrain, d'une expérience d'une association de quartier qui faisait du soutien scolaire depuis une quinzaine d'années. Donc l'école est née dans un quartier, et notamment avec des premières familles pionnières qui s'y engageaient. Et donc on a eu d'un côté un collectif de parents pionniers, demandeurs de solutions pour leurs enfants, en grave crise, disant... mais si mon enfant va dans ce collège du quartier qui culmine à 45% de réussite au brevet, contrôle continu inclus, j'ai peur. Ils veulent mettre mon fils dans une école d'handicapés, mais il n'est pas handicapé, il est juste en grande difficulté après avoir déjà redoublé son CP en sachant toujours pas lire en CE2. Donc des parents en recherche de solutions. Et puis, donc, nous, notre association qui s'est fédérée. Donc ce qui est beau, c'est qu'on part d'un a priori de confiance entre parents et équipe de l'école, et ensuite effectivement une équipe qui s'est constituée, ils sont ici présents et je les salue et vous pourrez en parler avec eux tout à l'heure, une équipe qui est arrivée motivée pour ce projet-là, d'abord pour enseigner dans ce quartier qui s'appelle le quartier prioritaire de Malpassé-Corot à Marseille, et puis motivée pour donner tout du matin jusqu'au soir. Et notamment, moi, je pensais à quelque chose qui est vraiment beau, qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on a des professeurs qui ont demandé à pouvoir être audités par des experts de l'éducation qu'elles avaient pu identifier, qui venaient donc passer une matinée dans leur classe pour les challenger, ou bien demander à aller faire des visites dans d'autres écoles
publiques, privées d'ailleurs, ou d'autres écoles Espérance banlieue. On a eu plusieurs expériences cette année. Et pour moi, c'était le signe que là, on avait une dynamique d'équipe qui était extrêmement féconde, parce que nos professeurs sont dans une logique de non pas je m'enferme dans ma classe et je me protège dans la peur d'une éventuelle inspection un jour, mais de remise en cause permanente, en disant qu'on est des artisans de l'éducation, qu'on fait plein de choses magnifiques, et c'est important de l'entendre parfois de la part d'un regard extérieur, et puis en même temps qu'il y a plein de bonnes idées à prendre ailleurs et de choses à améliorer en classe. Donc voilà, aujourd'hui une équipe qui est belle à voir fonctionner au quotidien. Et comment se construit, comment s'articule le rapport entre éducation et instruction dans vos écoles? Parce que c'est un débat crucial aujourd'hui pour réussir dans l'éducation nationale et donc aussi dans tout projet éducatif. Il y a cette part d'instruction et il y a cette part d'éducation. Niels Villemain, vous, dans votre école, évidemment, comme dans toutes les écoles Espérance banlieue, on parle attachement à la nation, on essaye de justement, comme le demandaient les témoins que nous avons vus tout à l'heure, de changer le regard sur l'adulte. C'est par là que ça passe? Oui, complètement. C'est vraiment essentiel. Je pense qu'avant de parler du rapport à la nation, déjà, il y a le rapport donc, avec l'adulte qui est absolument fondamental. Et je voudrais commencer par dire que ce qui est essentiel comme clé pour pouvoir exercer notre métier, c'est cette délégation d'autorité de la part des parents. Alors, on n'est en aucun cas des remplaçants des parents, mais en tout cas un soutien. Et il faut absolument qu'il y ait ce lien très très étroit entre les familles et l'équipe, le corps professoral, pour pouvoir bien travailler. Je pense que ça, c'est vraiment la toute première chose pour que l'enfant se sente sécurisé et puis que les relations soient humanisées. En fait, les adultes parfois se cachent un peu derrière leur statut. Notre statut d'instituteur ou de directeur nous donne un certain pouvoir, mais il ne faut vraiment pas oublier que l'autorité, elle nous est donnée par les enfants en réalité. On n'a pas de l'autorité comme ça à partir de rien, on fait autorité. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est grâce à ce petit rassemblement de pré-rentrée, par exemple, où l'enfant va exprimer sa volonté de venir au cours l'accordé, et bien que les parents vont manifester, vont dire leur accord devant toute l'école pour l'intégration de leur enfant dans l'école. Et je me souviens d'un enfant qui m'avait dit, qui voulait pas obéir, m'avait dit vous êtes personne pour moi, vous n'êtes pas mon daron. Et je lui avais dit mais bien sûr, mais souvenez-vous au début de l'année ce que votre papa a dit. Souvenez-vous, mon autorité, elle est légitime parce que votre papa, il s'est exprimé, vous êtes sous sa responsabilité. Voilà. Et justement, cette façon de changer le rapport à l'école, comment ensuite ça se décline dans les classes? Alors, il se vit dans les classes principalement au travers de la figure de l'instituteur. L'instituteur, donc, qui est celui qui va transmettre, et aussi celui qui va donner confiance aux enfants. Dans la fiche de poste d'un instituteur de la Fondation Espérance banlieue, il est mentionné qu'il doit être actif en cours de récréation, il doit jouer avec les élèves. Je pense que le fait de pouvoir avoir cette relation détendue et de jeu avec les élèves permet à l'instituteur d'être d'autant plus ferme et d'autant plus exigeant en classe. C'est aussi un apprentissage du juste rapport et aussi ça aide aux enfants à comprendre qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour blaguer, il y a un moment pour écouter, il y a un moment pour se reposer. Christophe Certain, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question? Moi, je dirais que notamment la présence des professeurs, éducateurs qui sont là à la fois en classe mais aussi dans tous les moments off, c'est-à-dire la récréation, le déjeuner, on déjeune avec les élèves, fait que ce climat de confiance s'installe. Et moi j'ai retenu une phrase de Kaina, une de nos élèves, qui elle avait fait quelque chose vraiment de magnifique, et c'est une élève qui donne beaucoup pour faire bien, et qui a dit mais dans cette école quand on fait quelque chose de bien, ça se voit. Et en fait la première chose c'est qu'en effet pour que ça se voit, il faut être présent nous en tant qu'adultes dans tous ces moments-là, et pour des élèves qui sont en échec en classe, il faut aussi être présent au moment où ils font leurs 10 premiers sauts de corde à sauter, et puis il faut aussi le reconnaître, et donc concrètement en classe
Nous, en tout cas, on a une attention particulière pour les victoires. Quelqu'un en parlait dans le film tout à l'heure. On célèbre les victoires chaque semaine. Un enfant qui va faire ses premiers sauts de corde à sauter, mais aussi faire la vaisselle à la maison. On a vraiment tout eu. Mais aussi avoir 10 sur 10 en poésie, ou bien avoir réussi à dire pardon à quelqu'un en cours de récré. Chaque élève le note sur un petit post-it. Et puis, une fois par semaine, en conseil d'élèves, les élèves lisent leur réussite et sont félicités par les autres. Ça, concrètement, ça génère un capital confiance énorme, et puis ça apprend aussi à des élèves qui sont souvent en mal de reconnaissance à se réjouir pour les autres. Et concrètement, tous ces éléments d'éducatifs qui permettent ensuite d'entrer dans les apprentissages, ça commence par les uniformes, qui donnent une place, qui donnent une appartenance à un corps et qui rassurent. Et dans les écoles de nos quartiers, c'est vraiment l'insécurité qui tue ensuite au moment d'entrer en classe. Quand on s'est fait fracasser à la récré, les 2 heures de maths, même si on a le meilleur prof de maths de la planète, ça ne marche pas. Donc tout le cadre de surveillance en amont, de présence des éducateurs dans la cour, les uniformes, les temps de rassemblement en début et en fin de semaine, où on prend le temps simplement d'ouvrir la semaine, d'expliquer ce qui va se passer, de se rappeler pourquoi on est là. Le soir, on a un petit moment qui s'appelle les avis, et qui est un temps où le directeur prend la parole pour relire la journée, dire ce qu'il a vu de bien, ce qu'il a vu de moins bien dans la journée, valoriser tel ou tel élève. Et donc tout à l'heure, j'aimais bien ce que disait Jean-Marie Petitclerc quand il disait que la reconnaissance par les pairs est la seule qui vaille dans les cités. Effectivement, je pense que nous, on est en train d'installer une reconnaissance par l'institution dès le plus jeune âge, et du coup par les pairs. Je m'explique, je vois notamment, on est dans notre 2e année de fonctionnement, et j'étais hyper heureux, on a plus que doublé nos effectifs, alors on partait de 10, on est à 24 cette année, et bien de voir qu'aujourd'hui, l'intégration se fait majoritairement par les élèves pionniers, qui sont les anciens de l'école, et qui ont vraiment intégré, et qui sont aujourd'hui capables, Mélina en rassemblement la dernière fois, qui est une de nos élèves pionnières, se réjouissait parce qu'une de nos élèves a été récompensée du foulard de l'élève méritante, qui est celle qui a fait le plus d'efforts sur un point qu'elle a choisi, et Mélina qui sautait de joie pour ça. Je me dis, voilà, à la fois, nous, on permet la reconnaissance par l'institution, on la ritualise, et ensuite, derrière, elle devient crédible pour les pairs. Et oui, le fait d'avoir sa copine, qui est de fait une forte tête, qui se réjouit pour nous, c'est le top de la récompense, la reconnaissance pour une élève chez nous. Et comment est-ce que vous articulez cette dimension éducative avec la dimension d'instruction? C'est-à-dire ensuite, quelles sont les méthodes en matière d'instruction qui font la spécificité de vos écoles? L'éducation et l'instruction, et donc on le distingue quand on en parle, en réalité c'est tout à fait lié. De manière très concrète, le matin on a les enseignements fondamentaux, une récréation au milieu de matinée pendant 30 minutes où les enfants vraiment bénéficient d'un nombre de jeux incroyable. Et je pense que c'est très important, c'est un choix donc pour que la qualité de la récréation puisse bénéficier aux enfants et assurer une bonne concentration après. Le moment du déjeuner est vécu comme un vrai moment de repos, et ça, j'ai été professeur dans d'autres écoles avant, et c'est assez nouveau de pouvoir vivre le repas comme un moment de repos, vraiment. Et c'est expliqué comme tel aux enfants. Ça va être une bouffée d'oxygène pour passer un bon après-midi. L'enjeu, c'est vraiment d'être courageux jusqu'au bout, d'être fier de soi à 16h30 au moment des avis, pour que le directeur puisse faire un bilan positif de la journée. Les enfants sont vraiment responsabilisés depuis 8h15 quand ils arrivent au portail. En début d'après-midi, on a des cours comme l'histoire-géographie, les sciences, l'art plastique, etc. Et puis, on a ces fameux avis. Ce moment est absolument crucial puisqu'il est très, donc c'est très rituel et c'est très sécurisant pour les enfants. C'est l'occasion de, les responsabiliser, c'est-à-dire ne pas dire que tout va bien, mais pointer du doigt certaines difficultés, en faisant toujours très attention à ne pas humilier les enfants, mais en leur montrant que, il faut assumer dans la vie. Parfois, les enfants font une bêtise à 11h, ils pensent que personne ne les a vus, mais pas de bol, l'école est toute petite, le directeur est au courant très rapidement, on en parle. Et l'enjeu, c'est vraiment d'assumer ses choix, d'assumer ses actes. Et c'est aussi le moment de réciter une poésie quand enfin on a réussi à bien la travailler et on est applaudi par tout le monde. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important pour que les enfants puissent quitter l'école avec les épaules légères et détendues.
Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, Je dirais qu'on ne révolutionne pas, on reste une école normale d'un point de vue académique. On utilise des méthodes classiques, des méthodes syllabiques en lecture, en tout cas des méthodes structurantes et classiques. Je dirais simplement que je pense qu'on ajoute aussi, et c'est pour nous une matière à part entière, on a un cours qu'on pourrait appeler un cours d'éthique ou de méthode, où on apprend aussi à l'enfant pour qu'il puisse ensuite apprendre à dire qu'est-ce que ça veut dire être attentif. Quand la maîtresse appelle 10 fois écoutez-moi, soyez attentif, qu'est-ce qui doit se passer dans mon cerveau quand je dois obéir à cette injonction, qu'est-ce que ça veut dire dire la vérité et la confiance, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi et de mon matériel. Tous ces éléments-là sont des éléments de méthodo académiques, on peut dire, et qui ont vraiment une place à l'école, parce qu'en primaire, une fois qu'on a acquis ces points-là, derrière, c'est un capital pour la suite. Alors, nous avons aussi avec nous Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, et Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Et il est très important d'avoir deux maires, en plus l'un plutôt situé à gauche, l'autre plutôt situé à droite. Voilà. Et la première question que j'ai envie de vous poser, à vous, maire, c'est comment voyez-vous le rôle des écoles Espérance Banlieue par rapport aux écoles que vous avez dans vos villes? Xavier Lemoine. Au-delà des motivations qui ont permis au cours Alexandre Dumas de se créer, j'ai tenu, et je crois que le pari est gagné, à ce que l'arrivée de cette école se fasse en totale complémentarité avec l'enseignement public. Et c'est là qu'effectivement le rôle du maire, qui est en relation constante avec l'institution éducation nationale dans toutes ses composantes, que ce soit les directeurs, directrices d'école ou l'inspection académique, et le fait qu'il ait favorisé l'arrivée du cours Alexandre Dumas, de faire l'interface et d'expliquer à chacun qu'on n'était pas dans un jugement, qu'on n'était pas dans une défiance, que l'on n'était pas, mais qu'on était bien dans une complémentarité. Et de fait, à l'expérience, puisque maintenant nous en sommes à notre 4e année scolaire, il s'est noué directement entre le directeur et les directeurs, directrices d'école et principaux de collège, des liens bilatéraux ou en bonne intelligence avec les parents. Et bien, lorsqu'à un moment donné on estime dans l'éducation nationale que peut-être telle situation d'enfant mériterait de bénéficier du cours Alexandre Dumas, et bien l'adressage se fait naturellement, il ne se fait pas avec beaucoup de publicité, parce qu'il y a encore des préventions dont il faut, je dirais, se mettre à l'abri, entre guillemets, mais en tout cas en bonne intelligence pour que les choses se fassent. Et puis lorsque l'enfant ou la famille souhaite ou estime qu'il est temps qu'il puisse réintégrer le circuit traditionnel, disons, eh bien les choses se font de la même manière, et c'est ainsi que nous l'avons souhaité et que cela se vit, et que même, je dirais, dans tout le processus, puisque vous savez qu'avec la réforme des rythmes scolaires, les maires ne sont plus tenus uniquement d'assurer l'éclairage et le chauffage des classes, mais un peu plus grâce aux ateliers qui se déroulent après l'école, donc ce qui nous fait rentrer en interaction pédagogique avec l'éducation nationale. Eh bien, je crois aujourd'hui pouvoir dire que le cours Alexandre Dumas est l'une des composantes éducatives de la ville de Montfermeil, avec d'autres services que la ville peut proposer, et que je dirais, il s'est banalisé, entre guillemets, non pas au sens trivial du terme, mais je dirais, c'est un recours habituel, en tout cas un élément de référence ou de solution, le cas échéant, indépendamment de la volonté propre et exclusive des parents, qui sont souverains par ailleurs dans leur choix. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à votre question. Olivier Klein, il n'y a pas de concurrence donc, mais une possibilité, un espoir, comment le nommeriez-vous? Oui, alors avec Xavier Lemoine, nous partageons, enfin c'est sur le territoire de Montfermeil que l'école est accueillie. Moi, alors quand Laurent Bigorne dit que sa présence à ce temps a pu être regardée bizarrement par les médias, je ne parle pas de ce que peut être la présence d'un maire socialiste, qui plus est pur produit de l'éducation nationale, enseignant lui-même. J'ai eu un certain nombre d'interrogations autour des réseaux sociaux sur ma présence. Moi, je crois... D'abord, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas en capacité de répondre à tous les cas. Et même, malheureusement, reproduit parfois, même trop souvent, un certain nombre d'inégalités. Enfin, ça a été démontré dans la table ronde précédente.
on a une situation d'échec scolaire importante, en particulier pour les plus fragiles. Et je ne peux pas me satisfaire de cette situation, et je crois à la pluralité de l'offre, je crois au choix des parents, et c'est pour ça que, pour ma part, j'ai pas de souci à ce que des écoles privées existent, et au contraire, à Montfermeil ou à Clichy-sous-Bois, confessionnelles ou pas, pour compléter l'offre et permettre aux parents de faire un choix. Et comme l'a dit Xavier Lemoine, un choix qui peut varier à un moment, parce que je crois que tout ça doit se faire avec beaucoup de modestie. J'ai aussi des parents qui sont venus voir, j'ai mis mon enfant à l'école Alexandre Dumas à un moment, et puis ça n'a pas convenu à mon enfant, et je l'ai retiré. Je pense que chacun doit être extrêmement modeste, mais surtout regarder ce qui se fait. Moi, j'ai visité avec Xavier cette école, j'ai des amis qui ont leurs enfants dans cette école, et je crois qu'on a intérêt aussi, parce que l'école publique restera toujours l'école du plus grand nombre, à regarder et à expérimenter. Moi, je suis prof de sciences, je crois à la démarche scientifique, je crois à mettre en œuvre ce qui marche. Et effectivement, enfin, de toute évidence, on voit dans ces écoles des vrais parcours de réussite d'enfants qui n'étaient pas dans ces parcours-là. Et donc, il faut qu'on ose se retourner, enfin en tout cas pour ce qui est de l'éducation nationale, se retourner sur soi-même, ne pas se contenter de dire que les choses vont changer, parce que concrètement elles ne changent pas, et même elles se dégradent, en tout cas pour les plus fragiles. Moi j'invite ceux qui n'ont pas pris le temps de le faire, de lire le rapport de l'AES sur la réussite, ou plutôt l'échec des plus fragiles. C'est un rapport qui est terrorisant. Quand on est maire d'une ville de banlieue, quand on est enseignant soi-même, on ne peut pas accepter cette situation où ce grand écart se creuse, parce que le rapport PISA, enfin on pourrait en parler tout à l'heure, mais montre que les enfants qui sont dans les temps en seconde générale, dans le rapport PISA 2012, le rapport sur les mathématiques, sont au même niveau que les petits Coréens. Par contre, les plus fragiles, ceux de nos villes, ils sont au niveau des enfants chiliens. Et ce grand écart-là, il n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ces expériences, eh bien, elles sont importantes, et surtout, elles permettent probablement de la remédiation, et puis aussi à nous de voir ce qui est reproductible dans l'école publique parfois. Oui, parce que tout de même, pardon, je vais vous asticoter un peu. Vous avez le droit, profitez-en. Tous les deux. Moi, une question me brûle les lèvres. Pourquoi ce qui est fait dans ces écoles, on voit une forme de rigueur, on voit un travail énorme sur le rôle des parents, sur cette dimension éducative, cette dimension morale, les méthodes d'apprentissage, méthodes syllabiques, méthodes progressives, etc. Pourquoi ça ne peut pas être fait dans l'éducation nationale? Mais ça peut l'être fait, parfois c'est fait. Je pense qu'il ne faut pas... Moi j'étais la semaine dernière de jury au lycée Alfred Nobel, le lycée de Clichy-sous-Bois, Sciences Po. Je peux vous assurer que j'ai vu des jeunes gens... alors ce n'est pas l'exception consolante, hein, je ne suis pas en train de me dire, il y a aussi des enfants qui réussissent chez moi. Il y a des enfants qui réussissent dans différents niveaux, et il y a... quand les enseignants, quand les chefs d'établissement en ont les capacités, une vraie liberté pédagogique. Moi, j'étais principal de collège 1 an. En 1 an, j'ai éclaté les classes. J'ai dit la 6e machin, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est 3 6e, et puis voir en mathématiques lesquels on met ensemble, en français lesquels on met ensemble, en éclatant en permanence la classe. C'est parce que la structure classe, c'est une structure archaïque et qui, à mon sens, aujourd'hui ne marche plus. Donc voilà, lorsque le chef d'établissement a la formation, a l'envie, il a aussi cette capacité. Après, Laurent Bigorne l'a bien dit, aujourd'hui, l'école élémentaire, le directeur d'école n'a pas de responsabilité pédagogique. On n'a pas accepté d'aller sur les établissements d'éducation et créer un vrai rôle au directeur dans ces écoles. Et effectivement, ça repose sur un IEN qui n'en a pas les moyens. Par contre, en collège, il y a cette liberté pédagogique, il faut s'en emparer. Après, ça prend du temps, et puis ça bouscule aussi quelques habitudes, hein, y compris syndicales. Moi, je crois que par moment, on peut enseigner à des groupes plus grands que les 25 ou les 27, sous réserve que pour des élèves plus fragiles, on soit en capacité d'enseigner à 12 élèves. Enfin, j'ai vu que M. Jardin était arrivé, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur l'apprentissage de la lecture. Enfin, il y a effectivement à bousculer des habitudes. Alors, Vincent Lafontaine, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous nous expliquiez comment pourrait se développer pédagogiquement l'expérience Espérance banlieue, c'est-à-dire comment vous articulez l'unicité de chaque projet avec tous ces fondamentaux que vous nous avez exposés tout à l'heure. En préalable, si vous m'y autorisez, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Klein
pour donner ce qui nous semble, nous, caractéristique des conditions du succès dans nos écoles. Et ça a été évoqué, mais je voudrais le redire pour que ce soit vraiment clair. La première condition du succès, elle est véritablement dans le recrutement des personnels, des professeurs qui sont volontaires pour venir enseigner, qui sont formés et qui sont engagés dans ce métier véritablement comme dans une mission. Et donc je crois que ça c'est très fort. Qui plus est, ces professeurs partageant ce même engagement constituent un corps professoral qui va s'enrichir mutuellement, avec en plus une forme de démarche entrepreneuriale qu'a évoqué Christophe Certain, qui crée une vraie dynamique. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième élément, c'est que à l'évidence, ce qui fait la force de ces écoles, c'est de s'adapter à ce que sont les enfants. Et donc, la possibilité, à partir du socle commun de l'éducation nationale, de faire des efforts sur ce qui est essentiel pour ces enfants, j'ai évoqué le français et l'histoire, permet véritablement de les aider à sortir de leurs difficultés. Et s'affranchir en partie de la pesanteur d'un programme permet de revenir en arrière pour aider quelqu'un qui a décroché et le ramener à flot. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, le troisième élément, alors on a parlé éducation et instruction, mais je pense que le troisième élément dans l'instruction proprement dite, c'est la capacité à choisir les méthodes qui fonctionnent avec ces enfants-là. Et donc des méthodes structurantes qui permettent d'aller du simple au complexe, etc., etc. Donc il y a vraiment là, j'allais dire, des recettes indispensables à appliquer pour réussir. Et j'en veux pour preuve que sur le site d'Espérance Banlieue, énormément de professeurs de l'éducation nationale viennent nous contacter sous l'anonymat, entre guillemets, d'Internet et nous dire « Finalement, vous êtes en train de faire ce que nous rêverions de faire chez nous. » Et donc, c'est important d'en avoir conscience. Voilà. Malheureusement, notre système s'est un peu structuré, alourdi, et n'a plus cette capacité à s'adapter à chaque type d'élève, ou en tout cas a du mal à trouver les moyens de s'adapter. Alors, pour répondre maintenant à... Pardon. Je vous parliez de formation de vos professeurs. Oui. Alors, cette formation est bâtie à partir d'un stage que nous avons appelé « Enseigner en cité », qui à la fois vient leur donner des outils dans le domaine, j'allais dire, pédagogique pour enseigner leur matière, sachant que nous croyons beaucoup à l'épreuve du terrain et au stage, bien sûr, en plus de cet enseignement sur la manière d'être pédagogue. Le deuxième volet est un volet sur l'éducatif, puisque pour nous c'est très associé, et donc comment être un bon éducateur avec les enfants qui nous sont confiés. Et le troisième volet, c'est la connaissance du milieu et la capacité, du coup, à avoir une relation, j'allais dire, la plus claire possible avec le monde de la cité, les parents, les risques existants dans la cité, etc., de façon à savoir ce que vivent les enfants de l'intérieur. Donc c'est voilà les grandes lignes du projet, non pas du projet, mais de la formation, qui a vocation à se développer de plus en plus. Et donc, vous vouliez répondre à ma question sur, on va dire, l'unité du projet. Absolument. Alors, la Fondation, en pratique, se veut une tête de réseau. Le modèle Espérance Banlieue a été décrit dans ses grandes lignes, et au travers de ça, il y a en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler l'ADN du projet, que j'ai brossé à grandes lignes et qui a été redécrit, avec certains outils qui sont quelquefois très médiatisés, mais d'autres qui le sont moins, et qui, de notre point de vue, font partie du projet Espérance Banlieue. On a cité l'uniforme, on a cité le lever des couleurs, mais qui ne sont que des moyens pour réussir l'action. Derrière ce projet Espérance Banlieue, heureusement, nous laissons, j'allais dire, une marge d'initiative aux directeurs et aux corps professoraux pour que, à leur niveau, ils puissent prendre en compte les spécificités des écoles et des quartiers dans lesquels ils sont implantés, des familles. On constate, alors on a encore très peu d'expérience puisqu'on n'a que 4 écoles, mais que finalement, les familles de Montfermeil sont assez différentes de celles d'Asnières, de celles de Marseille et de celles de Roubaix, et que c'est bien à nos équipes sur place de prendre en considération la réalité du terrain et de s'y adapter. Certaines sont immigrés de deuxième génération, d'autres sont
vraiment fraîchement immigrés, et évidemment, ça crée des différences importantes. Donc la Fondation, elle est responsable du modèle pédagogique, elle le propose et le délivre aux écoles qui l'adaptent en fonction du terrain sur lequel elles sont implantées. Par ailleurs, la Fondation, et c'est un des volets évidemment importants, donne une aide spécifique aux écoles dans le domaine du recrutement, ressources humaines, puisque la notoriété progressive acquise par Espérance Banlieue nous permet d'être à la tête d'un vivier ressources humaines de professeurs potentiels et de directeurs potentiels tout à fait significatif. Je citais entre nous plus de 250 professeurs volontaires pour venir servir dans nos écoles actuellement, et je pense que tout ça se développe énormément. Donc, soutien dans les ressources humaines, soutien juridique, parce que malgré tout, il ne faut pas faire les choses n'importe comment et qu'il faut être sérieux dans ce volet. Soutien pour structurer l'association de gestion qui assure l'administration de l'école et son financement, et donc soutien aussi pour aider à lever des fonds de façon à pouvoir faire vivre ces écoles qui, je le rappelle, ne sont financées qu'à 15% par la contribution des parents et pour le moment à 85% par la générosité de bienfaiteurs individuels, mais aussi entreprises qui peuvent verser une partie de leurs impôts, participer au mécénat de compétences, et aussi des fondations qui considèrent qu'il y a véritablement une urgence à se saisir de ce problème. Donc voilà un peu l'action de la Fondation Tête de Réseau qui veut laisser les écoles avec suffisamment de subsidiarité pour vivre leur propre aventure. Alors merci. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste vous demander à tous les deux qui dirigez 2 écoles, ce qui vous a attiré là, vous qui veniez de l'entreprise, et quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous considéreriez comme une réussite? Niels. Le rêve, c'est que je retrouve dans quelques années un de mes élèves qui me dise « Monsieur, j'aimerais prendre votre place ». Et qu'est-ce qui m'a attiré là? C'est ce projet donc, qui allie éducation et instruction, mais dont l'enjeu en fait est plus que un enjeu de connaissance, mais qui est un enjeu de liberté et de structuration d'une personne. À l'école, les enfants découvrent que en fait, apprendre une langue, c'est pas simplement devenir tranquillement un expert, un spécialiste d'une méthode, d'une manière de parler, mais que ça structure son être, c'est quelque chose qui nous imprègne et que ce qu'on apprend à l'école, c'est pas simplement des données dans un disque dur qu'on aurait dans notre tête, mais ça nous construit en fait. L'enjeu, c'est la construction personnelle. C'est le fameux « deviens ce que tu es ». Je trouve que l'enjeu est assez magnifique. Merci. Christophe? Moi, j'ai eu vraiment une prise de conscience à Paris. J'avais du coup une trentaine de salariés et je bossais dans la restauration du matin au soir très tard. Et c'est vraiment plus en couple avec mon épouse qu'on s'est dit, mais voilà, l'urgence de la vie, qu'est-ce qu'on veut avoir fait de notre vie? Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, l'éducation, c'est vraiment le lieu où je pense qu'il y a un épanouissement en tant qu'acteur de la société. Je pense que c'est un projet qui répond moi je dirais même le projet aujourd'hui qui répond à quasiment toutes les questions qu'on a aussi bien sur l'éducation que sur la sécurité intérieure, etc. Et puis en tant qu'homme, un projet on ne peut plus épanouissant. Mon rêve, j'en ai 2. Il y avait une maman qui m'avait dit, si un jour mon fils Karim, qui était en grand échec, revient dans le système, j'aurais fait quelque chose de grand en tant que maman. Et voilà, je me dis, tiens, comment est-ce que, en fait, ça nécessite qu'on leur demande à ces parents qui sont pour l'instant dépossédés de l'éducation de leurs enfants, comment est-ce qu'on aide ces parents à être acteurs de l'éducation de leurs enfants en leur ouvrant les portes et en leur permettant d'être fiers demain de la réussite de leurs enfants, ce qui est peut-être en tout cas ce qui ne fonctionnait pas. Et puis une deuxième perle, une élève on travaillait sur les rêves en CE2, CM1 il y a peu de temps, et une élève a écrit comme rêve, en tout cas non, pour se présenter, elle disait « Moi, ma devise, c'est lire, c'est vivre ».
Et notre rêve à l'école, c'est que le virus de la lecture puisse être inoculé à chacun des enfants de l'école. Merci beaucoup, beau virus. J'imagine que vous avez des questions sur justement le fonctionnement concret ou sur la façon de développer ce modèle. Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Marie-Tille Jalon, je suis professeure d'histoire-géographie dans un très bon établissement à Asnières, en collège et en lycée. Je suis en même temps historienne bienveillante au cours Saint-Exupéry. Et mes enfants sont à l'école publique de quartier, collés au cours Saint-Exupéry. Donc un pied dans chaque type de milieu scolaire. Et j'ai une question très concrète et pour les deux directeurs et pour les deux maires ici présents, pour savoir si concrètement vous avez sur le terrain une expérience de pont entre les différents types d'écoles, parce que pour moi ça me semble essentiel pour la réussite de tous, qui est vraiment un décloisonnement et que les cours de la Fondation Espérance Banlieue soient pas juste des bulles de bien-être, mais que vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Lemoine, vous avez parlé du fait de réintégrer des établissements traditionnels. Alors pour moi, il n'y a pas d'établissement traditionnel, il y a 3 types d'établissements, mais est-ce qu'il y a vraiment des liens entre ces différents types d'éducation? Alors, messieurs les maires, peut-être, pour commencer, comment vous voyez ces liens? Non, tout à fait, je l'ai indiqué tout à l'heure. Bon, il y a encore, je dirais, certaines préventions. Laurent Bigorne en a parlé, Olivier a eu la gentillesse et la simplicité de nous dire que ce n'était pas évident pour lui, et donc il faut comprendre que pour les personnels de l'éducation nationale, je dirais, les choses ne sont pas simples non plus dans leur relationnel avec l'école. C'est pour ça que ça se passe en relation bilatérale, sans grande publicité, mais elles ont lieu, et véritablement, ce sont des codécisions qui sont quasiment prises dans un certain nombre de cas, soit d'accueillir, soit de retourner l'enfant dans le secteur public. Je n'ai très peu d'écoles privées sur ma commune. Ça, c'est une première chose. Mais en complément de ce qui s'est dit tout à l'heure, je pourrais dire, au bout de 4 ans de fonctionnement, je suis convaincu que, inconsciemment, mais réellement, et grâce aussi à la réforme des rythmes scolaires, comme je l'indiquais, il y a une forme d'émulation. Voilà. Et que moi j'ai la chance d'avoir sur mon territoire une très grande stabilité des équipes pédagogiques de l'enseignement public. Ça c'est mon bonheur, je n'ai pas sans cesse un turnover, etc. Et donc ce qui fait que les professeurs connaissent les familles, connaissent les fratries, etc. Et je sens que depuis quelques années, depuis 2 ans, vraiment des nouvelles méthodes qui arrivent à se mettre en place et une réelle émulation. Alors, est-ce que c'est lié à l'arrivée du cours Alexandre Dumas? Par certains aspects, je le pense. La réforme des rythmes scolaires, comme je vous l'ai dit, a été très très importante. Et moi, j'ai tout rebâti, tous mes services municipaux ont été rebâtis sur un continuum éducatif de la crèche jusqu'à la mission locale. Au lieu d'avoir, je dirais, des organisations verticales. Alors la crèche, c'est avec le département, puis avec la CAF, tel autre. Bon, bref. Ben là, on a rebâti tout un continuum éducatif. Et donc, les parents comme les enfants sont dans le même univers de 0 à 25 ans, en gros. Ça rejaillit également sur le temps de l'école, puisque la garderie, donc c'est un type de personnel, ensuite ils sont en temps scolaire, c'est un autre type de personnel, ensuite ils sont à la cantine, c'est un 3e type de personnel, on reprend l'école, ensuite c'est le centre de loisirs, enfin bref. Et donc on essaie de lisser tout ça pour que, je dirais, il y ait une unité de temps et une unité de lieu, quand bien même, pour des raisons techniques, ce ne sont pas les mêmes personnels, contrairement au cours Alexandre Dumas ou dans les écoles de la Fondation où c'est le même personnel, pour qu'il y ait un continuum éducatif et que toutes nos actions, quelles qu'elles soient, rentrent dans une cohérence et dans une intelligibilité globale pour les enfants, et y compris pour les familles. Et nous avons de plus en plus, je dirais, d'activités mixtes, ou en tout cas pour les parents. Ce sont aussi bien les parents du cours Alexandre Dumas que les parents du public ou de nulle part d'ailleurs, qui peuvent profiter d'un certain nombre de colloques, de thèmes, de formations, etc. Voilà. Et nos deux directeurs, connaissez-vous vos homologues du public? Avez-vous des liens avec eux et voulez-vous en tisser? Moi, j'ai commencé avec des relations un tout petit peu compliquées avec 2 écoles parce qu'elles étaient en situation de baisse d'effectifs.
et donc se battaient pour les effectifs. Donc tout élève qui sortait de leur école menaçait l'équilibre. Donc le contexte n'était pas très favorable. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans le paysage aujourd'hui. Ça a commencé par du don de maths. Enfin, donc voilà, c'est par le terrain et le concret. Donc on a fait appel à toutes les écoles privées comme publiques du quartier pour avoir du matériel pour meubler notre école. Ça a commencé comme ça, qui est une bonne manière d'ailleurs, parce qu'en portant des tables, on peut dire beaucoup de choses. Ensuite, maintenant, ça se fait au cas par cas sur l'envoi d'élèves réciproques, et je trouve qu'il y a un vrai respect, et on est vraiment une solution aujourd'hui pour des... Là, j'avais une directrice qui est enseignante aussi, qui nous a envoyé un élève à la Toussaint, et qui me disait « mais j'en peux plus, chaque semaine... elle m'appelait en me disant « vous ne voulez pas le prendre avant la Toussaint ?» Eh bien, on est une vraie solution pour elle, un internat aussi éducatif qui a préféré nous orienter la famille vers nous en disant que ça évitait à l'enfant d'être séparé de sa famille et que finalement on constituait un bon intermédiaire avant un éventuel placement. Et puis, donc ça c'est le lien quotidien qui se crée avec les écoles publiques ou privées du quartier. Et puis, j'ai aussi des liens avec des directeurs d'établissements collège ou lycée qui me disent « tiens, c'est intéressant, vous êtes beaucoup plus agile que nous ». Un directeur notamment qui me disait qu'il essayait de remettre ses enseignants dans la cour notamment, essayer de remobiliser vraiment un beau projet d'école. Et il me disait, bah voilà, vous êtes un laboratoire pour nous et on ne peut pas tout faire parce qu'on est 1500 élèves, donc on ne pourra jamais copier Espérance Bonly chez nous. Mais par contre, donc, il est déjà venu passer plusieurs fois à l'école, il va envoyer des enseignants prochainement. Je trouve que ça, c'est une fertilisation croisée qui a vraiment du sens localement. Merci. Une autre question ici. Bonjour. Bonjour, je suis Emmanuelle Demindit, je suis DRH dans une grande entreprise. Et en fait, ma question, c'est la question des syndicats. Vous venez de parler, Monsieur Klein, des réactions sur les réseaux sociaux. Peut-être que certaines personnes ne voudraient pas que ce type d'initiative voit le jour. La question, c'est est-ce que Espérance Banlieue a eu l'occasion de présenter ce qu'elle fait, qui est complémentaire et innovant, à des organismes type syndicats qui aujourd'hui ont une importance clé dans l'éducation nationale. Est-ce que ça les intéresse de savoir ce que vous faites ? Alors pour être très franc, pour le moment, les contacts avec l'éducation nationale se sont faits plutôt avec le ministère et pas directement les syndicats. Éric Mestralet, après les attentats contre Charlie et les problèmes de minutes de silence, a écrit à la ministre en lui disant « Nous sommes prêts à échanger puisque nous avons déjà une petite expérience dans le domaine de la formation à la citoyenneté sur ces sujets-là. » Et donc nous avons été en contact avec le ministère de l'Éducation nationale. Qui plus est, nous avons reçu dernièrement, il y a 3 semaines, la visite d'un représentant de la Direction générale de l'enseignement scolaire qui venait s'informer sur les pratiques. Et dernier élément, nous avons reçu au mois de juin la commission du Sénat, commission d'enquête, qui avait été mise sur pied pour justement réfléchir sur les problèmes de minutes de silence et faire un certain nombre de propositions. Donc, nous avons ces contacts plutôt avec l'institution éducation nationale qu'avec les syndicats, mais ils existent. Par ailleurs, avec d'autres ministères, puisque notre action, elle est évidemment assez décloisonnée, nous sommes également en contact avec le ministère de la Ville, avec les préfets à l'égalité des chances, etc., pour réfléchir ensemble aux modalités de mettre l'ensemble des acteurs du terrain en cohérence. Merci. Autre question ici. Bonjour, Yaya Fala. J'avais une question à tous nos orateurs. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour intégrer une de ces écoles? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, et on l'a vu par rapport aux tables rondes précédentes, de retrouver des enfants issus des mêmes milieux dans ces écoles-là, et du coup de ne pas favoriser une mixité, donc avoir des enfants qui n'ont pas spécialement de difficultés à la maison ou à l'école, avec des enfants qui auraient des difficultés. Et est-ce qu'on ne peut pas, donc peut-être une évolution, parce qu'on parlait des rêves et des évolutions qu'il peut y avoir pour Espérance Banlieue pour la suite, pour les années à venir, est-ce qu'une évolution possible serait pas de déployer ça au-delà des banlieues? Imaginez un nom peut-être Espérance Banlieue, Espérance Ville, Espérance Pays, Espérance pour la France, et donc voir peut-être des
des parents et des enfants issus de milieux plus aisés se battre et vouloir intégrer ces cours-là et pas seulement les enfants qui sont en difficulté ou les parents d'enfants dont les enfants sont en difficulté. Moi, je peux répondre donc pour l'aspect local vraiment. Donc, il n'y a pas de critère autre qu'une pathologie reconnue psychique ou autre pour recruter un enfant. Le critère fondamental, c'est en fait la collaboration des parents, l'investissement réel des parents, parce que l'investissement des parents, il est quotidien. Il faut accepter de recevoir des SMS, de parfois se déplacer parce que c'est vraiment urgent. L'humain n'attend pas, donc c'est pas un dossier qu'on traite. Donc il y a vraiment une disponibilité des parents qui est absolument nécessaire. Ça, c'est pour la première chose. Et notre école, elle se veut vraiment locale et notre objectif, c'est de pouvoir connaître les familles du quartier, pouvoir être un lieu d'apaisement, un lieu de paix, un lieu où on peut par exemple passer boire un café pendant une récréation. C'est pas quelque chose qui est très étonnant. Par exemple, on organise nous très régulièrement un foot avec les amis du quartier. Et les élèves invitent leurs amis extérieurs à l'école et c'est déjà arrivé qu'il y ait des collégiens qui passent sur le trottoir, qui commencent à se moquer des élèves et qui finissent par jouer au foot avec nos élèves. L'idée, c'est vraiment que ça soit... Vincent Lafontaine, vous vouliez un tout petit complément. D'abord, il n'y a aucune sélection à caractère académique pour nos élèves. C'est bien évidemment, comme l'ont dit les directeurs, une sélection sur l'accord des parents avec la charte de nos écoles Espérance Banlieue, qui comprennent le projet pédagogique et qui y adhèrent. Par ailleurs, il y a la volonté d'Espérance Banlieue et des directeurs d'école de ne pas enfermer clairement les enfants dans leur ghetto, leur milieu. D'abord parce que, même si on ne le sait pas toujours, au sein même des banlieues, il existe un communautarisme en fonction des origines géographiques des familles. Et donc, il est indispensable, déjà au travers du fonctionnement de l'école, de casser un peu ce communautarisme existant, et typiquement, au travers de nos équipes interâges dont on n'a pas beaucoup parlé, de pouvoir mettre des enfants d'origine marocaine avec des enfants d'origine turque et des enfants d'Afrique, d'origine africaine, de façon à, j'allais dire, permettre aussi ce fonctionnement intracommunautaire. Mais au-delà de ça, nos directeurs sont particulièrement conscients qu'il ne faudrait pas enfermer les enfants dans le ghetto du quartier, comme l'évoquait le père Petitclerc. Et donc, il est essentiel qu'on puisse donner de l'aération au public qui participe à ces écoles, et donc qu'on puisse faire participer des enfants qui, pour tout un tas de raisons, ont des origines qui vont varier les manières de penser et qui vont permettre à chacun de découvrir l'autre dans sa différence. J'ajouterais peut-être juste un point, c'est que l'enjeu de la situation géographique de l'école par rapport à un quartier, nous, je sais qu'on a hésité un moment on aurait créé l'école au cœur de la cité où œuvrait déjà la fameuse association qui fait du soutien scolaire. Je pense qu'on aurait déjà fermé l'école parce qu'on aurait, comme le décrivait le père Petitclerc tout à l'heure, exactement reproduit les logiques de bande et d'amitié, d'alliance le soir à l'école. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'être dans un quartier qui est frontalier à la fois des zones les plus sensibles et d'un quartier un peu plus résidentiel et populaire. Et je pense que cette mixité-là, elle est vraiment à cultiver et du coup à réfléchir en amont de la création d'une école. Alors, on a une question là et ensuite il y en aura une dernière par là, je crois. Oui, bonjour. C'est une question qui s'adresse plus particulièrement aux élus et également à David Laws, qui pourra peut-être nous apporter un éclairage international. On a le sentiment qu'en France, il y a une très forte charge idéologique et politique sur les sujets d'éducation, alors même que ce devraient être des sujets dépourvus de cette tension et qui soient vraiment centrés sur l'objectif de l'égalité des chances et en particulier envers les élèves les plus à risque ou les plus fragiles. Est-ce que, en tant qu'élu ou en tant qu'acteur du monde politique, est-ce que vous pensez pouvoir avoir une action sur ce sujet? Et peut-être la même question pour M. Laws. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a observé également au Royaume-Uni ou dans le monde anglo-saxon?
Messieurs. Olivier Klein. Je dirais d'abord comme parents, comme un certain nombre d'entre vous, comme citoyens, je pense que c'est de notre responsabilité. Après, c'est vrai que c'est des... Enfin, l'école publique républicaine, celle effectivement de l'égalité des chances, celle d'une promesse, qui disait, en tout cas moi quand j'étais petit, travaille bien à l'école et probablement tu réussiras. C'est une promesse qui est fondatrice pour moi, donc et dont je suis parti, dont je suis le fruit. Moi, mon père, il est ouvrier typographe et ma mère, elle est couturière à domicile. Donc et voilà. Donc évidemment que cette obligation, elle est prégnante et je pense que le statu quo, je ne crois pas non plus que quelques ministres d'éducation nationale, que ce soit de gauche comme de droite, qui se sont succédés, se satisfont des résultats de ce grand écart entre la réussite. 90% des enfants d'enseignants ont leur baccalauréat en 7 ans. 10% des enfants d'ouvriers. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'éducation nationale. J'ai de la chance, donc mes enfants ont 90% de chance d'avoir leur bac, mais c'est pas cette situation-là qui me satisfait. C'est qu'est-ce qu'on fait de la majorité. C'est 150 000 enfants qui quittent le système éducatif chaque année sans aucun diplôme. Donc oui, c'est compliqué. Oui, je suis persuadé aussi que la volonté de tous, c'est de pas se contenter. J'ai parlé du rapport de l'AF, j'ai rencontré moi-même la DGESCO ces derniers temps, l'expérimentation sur la mixité dans nos collèges, par exemple. Tout ça doit permettre de bousculer les choses. Après, voilà, c'est une machine qui est complexe. En même temps, voilà, moi je le dis avec modestie, je pense qu'il ne faut pas se dire que l'éducation nationale public est un échec et que d'autres réussissent mieux. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a accumuler les choses. Moi, je me bats par exemple sur un point. Tout à l'heure, on a parlé de la formation des enseignants. Je plaide pour que l'ensemble des lycées dans les quartiers de la politique de la ville aient tous une classe préparatoire aux grandes écoles. Je pense que c'est absolument anormal que les lycées qui entourent Clichy et Montfermeil ont des classes préparatoires aux grandes écoles et que notre lycée, celui qui est à Clichy-sous-Bois, n'en ait pas. Parce que avoir une CPG, enfin une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est aussi l'assurance d'avoir des enseignants agrégés qui ne feront pas la totalité de leur service sur leurs enseignants, sur leurs enseignements dans la classe préparatoire et donneront une meilleure image de l'établissement. C'est pas des choses qui coûtent très cher forcément, mais c'est des symboles forts. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à bousculer, la scolarisation des moins de 3 ans, mais en même temps, il faut nous donner les moyens. Moi, je vais ouvrir ma 3e classe pour les tout petits à la rentrée. Ça veut dire recruter 2 ATSEM et très honnêtement, vu l'état des finances de nos villes, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, toutes les études montrent que la scolarité précoce est un gage de réussite. Donc voilà, il faut essayer de bousculer les choses avec modestie. Je vais donner la parole à Monsieur Lowes pour qu'il puisse répondre à son tour et ce sera la fin de cette table ronde. J'en suis désolée, mais nous manquons de temps. Thank you. I hope I've got the... I hope that works now. I hope I've understood your question properly. I think you were asking what politicians could do to help to tackle these issues and to address them. And I would highlight 2 contributions that politicians can make. The first, certainly from the experience of my country, is the need for politicians to focus very much on the disadvantaged and poor youngsters who are often the most let down by our education system. Often the parents of the more affluent will find the solutions or put the pressure on or hold politicians to account. Those least able to do those are from the most disadvantaged communities. And our experience in England is that there was too much acceptance of the fact that poverty would lead to poor results. And the second thing, the last thing, is that politicians both on the left and on the right need to be pragmatic about solutions. When the Academies programme in England started, there was a lot of opposition from the left based on
propaganda, fear, and very misleading assumptions. But we can also suffer on the right and on the centre from politicians promoting what I sometimes call magic wand solutions. I don't know whether that translates well, but the idea that there's something very simple you have to do, and if you do it, every single school will be brilliant. The truth is that the ingredients for educational success are simple things that are very difficult to do. You know, the strong leaders, the aspirations, the quality of teaching. And politicians in all countries need to focus on those essential ingredients, not thinking that there is a magic wand solution that will make every school in every country perfect, because sadly there isn't. Do you want? Nous allons avoir quand même une traduction pour ceux qui ne sont pas totalement bilingues. Donc il y a deux contradictions qui sont faites et il faut se concentrer sur les enfants à problème parce que on a souvent accepté que la pauvreté elle conduisait à des mauvais résultats, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui ne doit pas être le cas. Il faut aussi que les politiciens de droite et de gauche soient pragmatiques sur l'éducation. Voilà. Il y a des ingrédients qui sont essentiels pour l'éducation, mais qui ne sont pas simples à mettre en place. Il faut que, voilà, que les politiciens puissent se concentrer sur ces ingrédients, mais que c'est pas, voilà, que c'est pas un coup de baguette magique que ça va se faire. Merci beaucoup. On a une petite pause. Ça me permet maintenant, vous avez la possibilité de rencontrer un certain nombre de directeurs, de professeurs des écoles Espérance Banlieue qui sont dans la salle, que je vous permettrai de saluer, s'ils pouvaient se lever. Est-ce que c'est les vrais acteurs du terrain? N'hésitez pas à leur poser des questions, notamment sur les petits éléments pratiques, pragmatiques qui font rendre le sourire aux enfants, voilà, et qui pourraient peut-être inspirer les politiques demain. Voilà, j'en profite aussi pour remercier l'association PPE qui nous a offert, parents professeurs ensemble, pardon, voilà, qui nous a offert ces deux petites vidéos sur des remontées du terrain, demandant des solutions que les politiques pourraient trouver. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite pour la dernière table ronde. Nous avons 10 minutes.